heures ici en compagnie de M. André Biot, compagnon et ami de Louis Maury, qui a donné son nom à cette salle et qui était professeur ici au lycée professionnel, puis Louis Modeste Leroy par la suite. Vous verrez donc ces photos ici, son retour de déportation, dans le jeu La tête et les jambes, et également dans l'équipe de football qui était régulièrement battée, paraît-il, à l'équipe des élèves, parce que les profs étaient très bons à l'époque. L'époque peut-être révolue, mais il était un grand sportif. Et donc, ils ont fait partie ensemble du réseau Vengeance et ont été arrêtés, déportés ensemble. Ça, M. Biot va vous le raconter. Donc, c'est un de nos professeurs et des jeunes, comme André Biot, qui s'était engagé dans ce réseau. Alors, je remercie M. le proviseur, M. le président de la présence, M. Lacour, M. Ronzin. Et vous savez que vous avez un devoir le vendredi matin, à 8h30, il commencera, donc on doit être là avant, sur ce thème, s'engager pour libérer la France. Et on a la chance d'avoir localement, dans notre région d'Évreux, encore quelques personnes qui ont vécu cette période-là. Il y a Mme Greffier, mais qui intervient pour moins. Et nous avons heureusement M. Biot, sportif, en bonne forme, qui, lui, accepte de venir, effectivement, dans notre établissement. Alors, je suis assez content et fier, parce que ça fait longtemps qu'il vient dans l'établissement. Ça fait plus d'un quart de siècle. Ça a commencé dans les années 91, 92. Il est venu avec Henri Chauvin, un de ses compagnons. Henri Chauvin, c'était un instituteur de province, dont les 3 enfants sont venus au lycée chez nous, ici. Donc voilà, c'est ce que va vous raconter M. Biot, c'est son expérience personnelle et celle de ses camarades de résistance sur Évreux, et qui vont vous permettre de comprendre pourquoi lui, ses camarades se sont engagés dans cette lutte contre le nazisme, contre l'occupation, contre Vichy, contre tout ce qui pouvait les révolter à cette époque-là. Alors, il va vous en parler. Il s'est engagé, il a participé à la résistance, mais il a payé cher puisqu'il s'est fait arrêter juste avant le débarquement. Il a été déporté, il a subi la déportation en camp de concentration en commando, et il est passé tout près de la mort, dans la baie de Lübeck. Ça, il vous racontera, et puis on vous racontera peut-être aussi comment il est revenu après. Donc l'important, c'est toute une expérience, mais cette expérience-là, elle commence par effectivement cet engagement pour lutter contre le nazisme, contre Vichy, contre l'occupation allemande. Voilà, et donc après, vous aurez l'occasion effectivement de partager des choses avec lui ou de lui poser des questions quand il se sera effectivement présenté et dire comment il est entré dans la résistance. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Ça, je m'appelle André Biot, en effet. Je suis né le 3 juillet 1925, ici, à Évreux. Ce qui fait que quand les Allemands sont arrivés chez nous, je prenais mes 15 ans, j'avais à peu près votre âge. Donc, tout a commencé le 9 juin 1940 par un bombardement d'Évreux. J'ai vu les avions passer au-dessus de la maison chez ma mère. Ils sont bombardés Évreux, je suis reporté un quart d'heure après. Ça a fait beaucoup de victimes. Le lendemain, ils sont revenus bombarder. Mon frère étant venu passer le week-end à la maison, on s'est dit on va aller à Évreux voir si on peut faire quelque chose. Et puis on était à peine partis, on a été mitraillés par les avions, on a fait demi-tour pour se mettre à l'abri. Et on est venu le 3e jour à Évreux, on n'a pu rien faire, on a constaté que la ville était en train de brûler, y compris la cathédrale. On a été voir la cathédrale, la partie droite était en train de brûler. Donc on n'a rien fait, on est reparti à Broville. Et puis, donc c'est le 3e jour. Ma mère est en train de faire cuire un poulet.
Et puis des soldats français rescapés du bombardement d'Évreux, qui sont demandés à ma mère s'il avait quelque chose à leur donner à manger. Alors, ils devaient être 5. Ma mère les a installés à la table, ils ont mangé le poulet, et puis ma soeur et moi, ben, on a mangé des nouilles ce jour-là. Et ma mère leur a demandé où est-ce qu'ils allaient comme ça. Ils ont expliqué, ils ont dit à ma mère qu'ils allaient au-devant des Allemands, que les Allemands étaient pas loin. Donc dans l'après-midi, ils sont repartis à pied de la maison, là. Et ils se sont heurtés aux Allemands à 6 km, 7 km de là, en effet. Les Allemands arrivaient au niveau d'un petit hameau qui s'appelle Les Planches, à côté d'Acquigny. Et là, les soldats français ont été tués. Il y a eu un Allemand tué aussi, d'ailleurs. Et le lendemain, en début d'après-midi, 2 Allemands sont arrivés à la maison en bicyclette, presque comme des touristes. Et il y en a un qui avait un revolver à la main et l'autre qui tenait une grenade. Et ils ont demandé à ma mère des soldats français. Ils cherchaient des soldats français. Il n'y en avait pas. Je serais venu la veille, il y en avait. Là, il n'y en avait pas. Donc, ils ont un petit peu fouillé, ils ont ouvert les portes. Ils ont regardé. Puis ils sont repartis. Et le soir même, ça a été vraiment le défilé, là, des convois toute la nuit. Ça a circulé devant la maison pour venir occuper Évreux ou toute la région. Donc c'était le commencement de l'occupation. Ils se sont installés. Pas loin de chez nous, ils ont occupé une maison, par exemple. Je ne sais pas combien ils étaient là-dedans. Ils sont arrêtés avec leur camion, ils occupaient cette maison. Donc, commencement de l'occupation, commencement des restrictions. Les restrictions, ça a été affiché dans Évreux. Il était interdit de sortir la nuit à partir de, ça devait être 9h ou 10h, défense de sortir la nuit, défense de s'unir plusieurs personnes sur la voie publique, les balles interdites, enfin il y avait plein de choses interdites. Et aussi rationnement. Rationnement du pain, du lait, de viande, de tout. Super rationné, puisque le pain, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Mais nous, en campagne, hein, on arrive à se débrouiller. Donc, ça a été l'occupation. Il n'y avait pas de réaction. Les gens ont subi ces occupants. Tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Et puis, il y a eu un premier acte de résistance. Un acte spontané, ça a été mon premier acte. Ça se passait fin septembre ou début octobre. J'allais au Bécaloin. Et c'est une petite route, elle n'est pas large. Elle était élargie légèrement, mais elle n'est toujours pas large. Je suis arrivé donc sur cette petite route, j'étais en bicyclette, il y avait un camion allemand d'arrêté, puis une demi-douzaine de soldats en train de faire pipi contre la forêt qui était à droite, à gauche une grande haie. Puis comme il y en avait un qui avait croché son calot à une branche d'arbre, je suis passé à ras de lui avec mon vélo, ça a été instinctif. J'ai pris son calot, je suis parti avec. C'était une réaction. C'était spontané, c'était irréfléchi. Il n'y avait pas grand risque, parce qu'avec leur camion, ils ne pouvaient pas faire demi-tour pour me rattraper. En plus de ça, la petite route elle est sinueuse comme ça. Au bout de 2 minutes, ils ne pouvaient plus me voir. Donc, sans risque. Le calot, je ne sais pas s'il est devenu. Il l'a amené à la maison. Ma mère a dû me brûler. Donc, ça y est, on subissait l'occupation. Alors, on a vu fleurir sur les murs d'Évreux, ça. Des affiches comme ça.
C'était des habits de fusillade, des gens qui avaient été fusillés parce qu'ils avaient fait quelque chose contre les Allemands, je ne sais pas quoi exactement. Donc des affiches comme ça, il y en a eu dans les rues de la ville, à différents endroits. Et puis on arrive en 1941, fin 41 même, avec mes camarades, bon, on parlait des Allemands, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne savait pas trop. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis j'avais un camarade qui était séminariste au grand séminaire, là, à Orgeville. Et puis comme ses parents habitent à 1 km, 1 km et demi de chez moi, on se voyait souvent. On parlait des Allemands. Et puis un jour, on arrive fin 41, il me dit, moi je connais quelqu'un qui fait de la résistance, je vais te le faire connaître. Nous, elle est partie à Évreux en bicyclette, au numéro 7 rue de la Rochette, à Évreux, chez M. Maury. Chez M. Maury, vous a bien reçu. On a dit qu'on aimerait bien faire de la résistance. Il nous a dit c'est bien gentil, mais pour l'instant, on n'a aucune directive. Viens nous voir peut-être tous les 15 jours. J'allais le voir après son école, j'ai fait un petit bonjour. Et puis un jour, là on est en 1942, il me dit tiens, tu peux distribuer ça. Alors ça, c'est un tract comme ça, qui avait été baptisé le Patriote de l'heure, écrit à la main. Je crois que c'est une institutrice qui a fait ça, mais j'en suis pas certain, hein, je peux pas l'avouer. Alors, M. Maury me dit, tiens, tu peux en distribuer quelques-uns, il n'y en avait pas beaucoup, ça a été redéotypé. D'ailleurs, ce Patriote de l'heure, après, il y en a eu d'autres tracts comme ça, mais imprimés à la machine. C'est l'imprimeur du Neubourg qui a prêté une machine pour imprimer les tracts. C'est devenu le Patriote de l'heure, bien imprimé. Cette machine était cachée à Yville, à côté du Neubourg, chez une dame, Madame Roger. Et puis quand elle s'est sentie menacée en 1943 par la Gestapo, la machine a été enlevée, transférée à Bacpuy, dans une ferme à Bacpuy. Donc c'était le début de la résistance. Quelque temps après, là, on arrive en 1942, j'ai eu l'occasion de distribuer celui-là, le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien était déjà bien imprimé, lui s'était imprimé à Paris. Il arrivait à Évreux par l'intermédiaire d'un pharmacien d'Évreux qui était ami avec un médecin de Paris, le docteur Vic Dupont, qui était un médecin spécialisé pour les poumons, qui est devenu chef du réseau Vengeance. Donc ce témoignage chrétien, M. Maury en avait un petit paquet à distribuer, il nous en donnait à mettre dans les boîtes ou dans la rue. Ensuite, il y en a eu un autre. Là, on est fin 42, début 43. Il y a eu celui-là, de courrier de l'air. Alors ça, c'est spécial, c'était très bien imprimé. C'était imprimé en Angleterre. Et c'est un avion qui venait à peu près une fois par mois lancer ces tracts-là. Ça courait toute la région. Alors je sais comment ça se passait parce que une nuit, j'ai entendu un gros boom. Quelque chose de lourd qui est tombé auprès de la maison. Et puis j'entendais un avion qui était très gros. Alors, le lendemain matin, au petit jour,
avec ma mère, on était voir, et en effet, à quoi 30 mètres de la maison, il y avait un gros carton, un gros colis, qui était tombé, là, c'était ce truc-là. On l'a entré à la maison, on l'a ouvert. Alors, il y avait cela dedans, mais il y en avait des milliers et des milliers. Hein. Alors, ce colis, il y avait une grenade dans le milieu. Et quand il lance de l'avion, il déclenche la grenade, et puis là, ça n'a pas marché, elle n'a pas explosé. Autrement, la grenade, en explosant, ça envoie des tracts sur des kilomètres carrés. Hein. Donc là, bah, j'en ai récolté peut-être une cinquantaine de kilos. J'ai amené à Évreux. Tous les jours, j'en amenais un paquet. Je mettais dans les rues comme ça. Ça a été la résistance. Là, on est en 1942. Début 1943, M. Maury a dit, ben voilà, on a reçu une consigne. Il faut récupérer, dans la mesure du possible, des aviateurs, car les avions américains ou anglais commençaient à venir bombarder, soit la région parisienne, soit d'autres villes. Puis il y en a beaucoup qui étaient abattus par la DCA. Alors, comme ça coûte très cher pour former un pilote d'avion, ça coûte cher et puis c'est long, dans la mesure du possible, en récupérer et un jour les rapatrier sur l'Angleterre. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de moyen de les renvoyer. Donc on a récupéré quelques-uns, comme ça, qui ont été logés chez des particuliers, sur Bourville, puis dans d'autres villages. Mais le plus important, ils ont été hébergés dans une ferme qui est complètement isolée, au-dessus de Bourville, dans la vallée d'Yton, pour monter une grande côte, et en haut, derrière les bois, il y avait une ferme importante. Donc ces aviateurs étaient conduits dans cette ferme, où ils pouvaient jouer aux paysans, en attendant de les rapatrier. Et puis un jour, on a appris qu'une chaîne d'évasion s'était mise en place. Une chaîne qui allait par relais vers l'Espagne, une autre chaîne qui allait peut-être aussi par relais, je ne sais pas, vers la Bretagne. Vers la Bretagne, j'ai vu l'endroit que ça se passait. Ces aviateurs partaient de Paris et ils étaient convoyés dans les Côtes d'Armor chez un pêcheur qui habitait juste au bordure de mer. Et c'est un sous-marin qui approchait le plus possible de la côte. Et c'est le pêcheur avec son petit bateau qui allait rejoindre le sous-marin. Les aviateurs partaient là-dedans, ils repartaient en Angleterre. Et puis, un beau jour, les Allemands ont découvert ça. Le marin-pêcheur est disparu. Et sa maison aussi, sa maison a été détruite par les Allemands, ils l'ont rasée. Si un jour vous allez en vacances dans les Côtes d'Armor, je ne me rappelle plus du nom du village, mais enfin c'est au long de la côte, il y a un petit monument au bord de la route qui indique ici, il y avait une maison de pêcheurs, et c'est là que les aviateurs repartaient sur l'Angleterre. Les autres aviateurs étaient convoyés donc vers l'Espagne. Mais il y avait aussi ceux qui ne trouvaient personne pour les secourir. Il fallait qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour repartir vers l'Espagne. Ils avaient une trousse de sauvetage. Dans cette trousse de sauvetage, il y avait des cachets coupe-faim pour leur éviter de manger. Il y avait quelques médicaments. Il y avait une carte. Une carte, je l'ai là. C'en est une, c'est un aviateur qui m'a donné sa carte. Ouais, c'est une carte, c'est une carte en soie. Vous pourrez l'avoir tout à l'heure. Et
le chemin est tracé en rouge, il y a un petit tracé rouge, il fallait que les aviateurs suivent ce tracé jusqu'en Espagne. Donc ben voilà, c'était le système d'évasion. Tiens, pendant que j'y pense. Ils avaient derrière tout au secours une scie à métaux, une petite scie à métaux longue comme ça, enrobée de caoutchouc. C'était pour couper des monotes ou couper s'ils étaient prisonniers. C'était bien fait d'ailleurs. J'en avais une et puis je ne sais pas si elle est devenue. Je l'ai perdue. Mais ils avaient aussi quelque chose d'astucieux. Une boussole, indécelable. La boussole, c'était 2 boutons de culotte. Car à l'époque, les aviateurs, ils n'avaient pas de ceinture, c'était une bretelle. Nous aussi, d'ailleurs, on avait des bretelles. Et c'était les 2 boutons arrière de leur pantalon. Il y a un tout petit bouton en cuivre qui avait une petite pointe, et puis l'autre, il avait un petit creux. Il suffisait de mettre celle du petit creux sur le petit point. Et celui qui avait un petit creux, il y avait un N de marqué, le nord, sud, les 4 lettres étaient marquées, ça servait de boussole. C'était indécelable, c'est une mini boussole. J'en avais une aussi, mais c'est tellement petit que ça s'est trouvé perdu. Je regrette d'avoir perdu ça d'ailleurs. Bon, alors là on arrive début 43. Les 2 chaînes d'évasion sont mises en place. Un jour, M. Maury me dit tu peux aller à Paris, ramener 2 aviateurs. Moi, j'étais en règle avec la loi, j'étais pas réfractaire, j'avais une carte d'identité normale, et donc mes papiers, il n'y avait pas de problème. Je donne mon accord, oui, je vais y aller. Donc, on s'en donne rendez-vous à Évreux, là, chez M. Maury, où on retrouve là, 8 aviateurs, américains ou anglais, polonais même, j'ai vu un polonais. Eux, ils arrivaient de la ferme de Penette, à pied, ils avaient marché toute la nuit pour être à 6 heures à Évreux, où ils buvaient un petit café, enfin un ersatz de café, et puis les emmener à la gare, là. Ne pas passer par la même route, il fallait qu'on prenne chacun un itinéraire différent, car il y avait des contrôles de police française, mais aussi de police allemande, dans la rue, mais surtout à la gare. Donc il fallait qu'on arrive séparément, ne pas avoir l'air de se connaître, prendre un billet, monter dans le train. On n'avait pas le droit de monter à 2 convoyeurs, on était 4 convoyeurs. Pas le droit de monter à 2 dans le même wagon, il fallait se répartir. Toujours une question de sécurité. Donc, la première fois, je pose la question à M. Maury, je dis, bon, je m'en vais à la gare, je vais arriver à Paris avec 2 aviateurs, mais je vais où? Alors voilà sa réponse. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de le savoir, parce que quelqu'un qui te connaît t'attend à Paris. Bon, donc, voilà parti à Paris, puis en arrivant, eh bien, personne, il n'y avait personne à m'attendre. J'ai fait les 100 pas devant la gare, c'était le danger, surtout à Paris, il y a beaucoup de contrôles dans les gares, fouiller les bagages, et puis fouiller les gens aussi. Et au bout d'une demi-heure, en effet, quelqu'un que je connais est passé auprès de moi, et puis il dit, suis-moi. Je l'ai donc suivi dans Paris, à pied, comme ça, jusqu'au premier étage, dans un grand immeuble. Et il y avait une grande salle, et il y avait déjà pas mal d'aviateurs d'arriver là-dedans. Je ne les ai pas comptés, mais il y en avait beaucoup. Hein. Donc je suis revenu à Évreux. Et puis, une autre fois, on prend le train encore, toujours de 4 convoyeurs, de chacun 2 aviateurs. On quitte Évreux, et je ne sais pas ce qui s'est passé, le train roulait depuis
peut-être un quart d'heure, pas plus. Le train s'est arrêté brusquement. Et j'étais monté dans... Ah oui, j'ai oublié de le dire. Les trains étaient composés de 4 ou 5 wagons de voyageurs civils français. Et le premier wagon était réservé à l'armée allemande. Il y avait des grosses pancartes sur le wagon. Sur le quai de la gare d'Evreux, j'étais le plus à gauche. Je me suis trouvé juste devant le wagon réservé à l'armée allemande. Et je vois l'autre convoyeur qui monte dans le premier wagon français. Puis l'autre dans le deuxième wagon. Je dis bon, bah, tant pis. Je monte dans le wagon allemand, on verra bien. D'ailleurs, c'était un avantage, ça nous avait évité des contrôles. Le contrôleur n'avait pas le droit d'y venir dans ce wagon. Donc, nous voilà installés dans ce wagon. Il y avait plusieurs Allemands. C'était des... comment dire, il y avait des compartiments en ce moment-là. Il y avait 2 sièges, 2 banquettes face à face, avec 4 places sur chaque banquette. Donc, il y avait 1 ou 2 Allemands, un Américain s'assoit à côté d'un Allemand, moi en face avec un Anglais ou un Américain, puis d'autres Allemands. Donc le train roulait depuis un quart d'heure, il s'est arrêté brutalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un arrêt brutal. Et la valise d'un Allemand est tombée sur la tête de l'Américain qui était à côté. Il s'est pris la valise sur la tête et il a eu un bon réflexe. Il n'a pas dit un mot. Il aurait pu pousser un juron en anglais ou protester en anglais. Ça serait mal passé. Alors, il n'a rien dit. L'Allemand s'est levé, il a ramassé sa valise, il l'a remise en place. Et le voyage s'est bien terminé. Une autre fois, nous voilà encore partis. Et puis, comme je savais où il fallait les conduire, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à pied ou par le métro? Et puis, arrivé à la gare Saint-Lazare, je dis, hop, on part directement à pied. Nous voilà partis dans cet immeuble-là. Et j'ai bien fait, c'est une question de chance, parce qu'au retour, dans le métro, il y avait ce qu'ils appellent une souricière, un barrage. On ne pouvait plus ni repartir en arrière, ni avancer. C'était des Allemands, puis des gendarmes français. Ils demandaient les papiers des gens, puis ils fouillaient les bagages. Des bagages, j'en avais pas. Les papiers, j'étais en règle. Je suis passé comme si de rien n'était. Mais j'aurais fait le contraire, on était pris. On aurait été arrêtés. Donc ça s'est bien passé. Bon, voilà, c'était le principal de la résistance. Bon, il y a eu des petits actes autrement. Tiens, une fois, je revenais de chez M. Maury, il m'avait donné 2 pistolets à ramener à Broville, et puis des fausses cartes d'identité. Je ne sais pas combien il y en avait, 5-6 peut-être, des fausses cartes d'identité. Et j'étais en bicyclette, et j'arrive au niveau à la sortie de Gravigny, presque à la sortie. Il faisait nuit, je suis tombé sur un barrage GMR. Les GMR, c'est un peu les CRS qu'on a maintenant. C'était des Français, mais qui collaboraient avec l'armée allemande. Et j'arrive là-dessus, il y en a un qui était derrière son fusil mitrailleur, était couché là. Et encore une question de chance. Juste à ce moment-là, lui, il y en a un qui me dit de stop, il me dit d'arrêter. Évidemment, je n'arrête pas, je ralentis, mais j'arrête pas. Et à ce moment-là, il y a un camion allemand qui arrive, qui ralentit à peine. Je me suis accroché au camion allemand et me voilà parti en remorque avec le camion allemand. Alors, ils ont crié stop, arrêtez, et ils ne pouvaient pas tirer, ils auraient tiré dans le camion allemand. Encore une question de chance. C'est à dessiner. Donc, tout ça, c'est terminé pour moi le 20 mai 1944. Le 20 mai, j'ai été arrêté par la Gestapo. Monsieur Maury avait été arrêté la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus trop. Et plein de personnes avaient été arrêtées comme ça.
suite à la dénonciation d'un agent de police que je ne connaissais pas. Mais il était camarade d'école, un ancien camarade d'école, avec un résistant qui lui était trop bavard. Et cet agent de police, il a noté des noms comme ça, qu'il a été porté aux Allemands, il a touché une grosse somme d'argent. Ça a fait arrêter 10 ou 15 résistants. Cet agent de police, ça lui a pas porté chance, parce que ça se passait au mois de mai. Au mois d'août, il y a eu la libération, il a été arrêté, il était en prison, il était jugé en 1946 ou 47. J'ai son jugement là, condamné à mort et fusillé. Donc son argent, il n'a pas profité. Donc nous, un nombre, on s'est retrouvés en prison à Évreux. Ça se passait le 20 mai. On a eu une chance, le débarquement a eu lieu le 6 juin. Et le 6 juin, le 8 juin, 2 jours après, ils se sont empressés de nous sortir de nos cellules, de nous menotter. Et comme il n'y avait pas assez de menottes, il y en a plusieurs qui ont eu les mains attachées avec de la corde dans le dos. On avait avec nous le curé du village d'à côté, l'abbé Elio, qui nous a dit je vous donne à tous l'absolution parce que ça se présente mal. En fait, on nous a sortis de la prison, on est monté dans un bus qui nous a emmenés à Compiègne. Là, on a été interné à Compiègne une dizaine de jours pour ensuite être embarqué sur l'Allemagne. Quand j'y pense, ça me rappelle quelque chose. Après la libération, nous, on a été emmenés sur l'Allemagne. Ils en ont pris un certain nombre, ils les ont emmenés à côté d'Évreux, à Angerville. Ils les ont tués, ils ont tué tout le monde là. Ils les ont enterrés au bord d'un bois. Et puis à la libération, les gendarmes sont venus chercher ma mère parce que le chauffeur du bus qui nous a emmenés à Paris, c'était un camarade de mon deuxième frère. Ils faisaient des courses ensemble, ils se connaissaient en tant que coureur. Donc mon frère lui a demandé, as-tu vu mon frère? Il a répondu, bah non, de toute façon je ne le connaissais pas, puis lui, il ne me connaissait pas non plus. Il dit non, apparemment je ne l'ai pas vu dans ceux qui sont partis. Donc ils ont pensé que j'étais dans les tués d'Angerville. Donc ils sont venus chercher ma mère, et à chaque fois qu'ils dégageaient un corps, il fallait qu'elle vienne voir si c'était moi. Alors ma mère était traumatisée avec ça. Bon, comme je n'étais pas dans la faute, ils ont ramené ma mère chez elle. Et nous voilà à Compiègne. On est resté une dizaine de jours à Compiègne. Un soir, on nous a enfermés dans une grande salle, fouillés. Il ne fallait pas avoir de couteau. On pouvait avoir nos portefeuilles. Mais pas de couteau, rien de coupant. On a passé la nuit comme ça, une nuit blanche, et puis le lendemain matin, un petit jour, conduit à la gare de Compiègne sous une forte escorte. Et nous voilà partis dans les wagons, 40 hommes, 8 chevaux, là, les wagons à bestiaux. Le voyage a duré 3 jours, sans manger, avec des haltes très longues sur des boîtes de garage dans certaines gares. Et on se retrouve au bout de 3 jours en Allemagne. On nous a fait descendre avec violence de ces wagons, mis en rang par 5, et entrés dans ce camp
On avait quoi, 200 mètres à faire à pied peut-être pour entrer dans ce camp. On garde à vous. Dans la nuit, tout le monde déshabillé. Tous les vêtements confisqués, les bijoux, les portefeuilles, tout ça confisqué. Donc on n'avait plus rien. On a été conduit par groupe de, on va être une centaine à peu près, par groupe, dans ce qu'on appelle le Washraum, c'est-à-dire une salle d'eau, quoi, une douche, avec des tuyaux, puis plein de jets d'eau. Alors on a donc eu droit à ce qu'on appelle une douche, enfin, si on veut. On a eu 5 ou 10 secondes d'eau chaude, 5 ou 10 secondes d'eau froide et dehors. Pas de serviette, pas rien du tout. Hein. Tout le monde dehors, tout le reste de la nuit au garde à vous, tout nu. Et puis le lendemain matin, on était toujours au garde à vous, c'est le commandant du camp qui est venu nous faire un petit discours. Il est monté sur une table comme ça. Ben, il nous a dit, vous êtes ici dans un camp de représailles. Toute tentative d'évasion, c'est la peine de mort. Toute tentative de sabotage, peine de mort. Enfin, il y avait toute une liste comme ça. Puis il a terminé son petit sermon hein, en nous disant, vous êtes entrés par la porte, mais vous sortez par la cheminée. On s'est regardé, je suis il est fou. Pourquoi il dit ça? Et le soir, on a compris, parce qu'en effet, au fond du camp, il y avait le fameux four crématoire. Pour lui, c'était par là la sortie. Donc, nous voilà dans ce camp, mélangés, tous séparés les uns des autres, mélangés à des Russes, des Lettons, des Polonais, des Allemands, il y avait quelques Allemands avec nous, des Hongrois, des Belges, toutes sortes de nations. Ça faisait un mélange cosmopolite hein, incroyable. Donc, toujours la violence. On était commandés par ce qu'on appelle des capots, c'était des prisonniers comme nous, mais d'origine plutôt spéciale. Eux, ils sortaient tous de prison pour vol, crime, des gens comme ça. Hein. Ils avaient un brassard jaune, marqué capot. On devait obéir à ces gens-là. Donc on nous a mis à travailler, faire des trous, piocher, porter des rails, des choses comme ça, décharger des péniches, parce que les premiers prisonniers de ce camp, c'était des Allemands qui étaient contre le régime de Hitler. Ils ont été internés là-dedans. Les 3/4 sont morts d'ailleurs, ils avaient le même régime que nous. Ils leur ont fait creuser un canal qui part du fleuve et qui rentre jusque dans le camp. Avec des péniches, vous pouvez entrer dans le camp. J'ai été affecté un petit moment là, à décharger ces péniches. Elles étaient chargées de gravats, de briquetons, de choses comme ça. C'était les ruines de la ville de Hambourg qui a été bombardée, puis complètement rasée. Car le camp était construit sur des marécages. Il a remonté le terrain comme ça en mettant les démolitions. Donc j'ai été affecté à ça. J'ai été affecté aussi à tirer de la terre glaise. Ça c'était pénible. Avec Maury justement, avec Louis Maury. Sortir de la terre glaise, on était dans la vase. Oh, hein. C'est affreux ça. Donc j'ai été affecté à tant de travaux comme ça. Mal nourri, tiens, parlons de la nourriture. Le petit déjeuner le matin, c'est la valeur d'un demi-litre d'eau chaude, mais colorée. Il y a un colorant dedans. Ça ressemble à du café, mais c'est pas du café du tout. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de pain, il n'y a rien du tout. C'est uniquement du liquide. C'est le petit déjeuner le matin. Le repas du midi, c'est 1 litre de soupe. Alors la soupe, c'est des choux rouges, 5 ou 6 feuilles de choux rouges. Si vous avez de la chance, vous avez la valeur d'une pomme de terre avec. Si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de pomme de terre.
Donc voilà, c'est tout. Le repas, c'est ça. Il n'y a pas de dessert, ça n'existe pas. Le soir, même régime. Un lit de soupe aussi, chaud rouge toujours. Le soir, une petite tartine de pain, c'est tout noir. C'est comme une tranche de pain d'épices à peu près. Ça doit faire, je sais pas, 40 grammes peut-être. Avec dessus des accoudes de margarine, mais pas toujours. Voilà, c'est la nourriture. Alors à ce régime-là, vous maigrissez très vite. Comme régime amaigrissant, il n'y a pas mieux. Hein. Alors, les vêtements, parlons des vêtements, la tenue. Vous avez déjà vu des images, sûrement, des tenues rayées, bleues et blancs. Donc, on touchait un caleçon long en tissu synthétique, je pense que c'était. Un maillot de peau, pareil, gris, tout ça c'est gris. Le pantalon rayé, la veste rayée, mais la veste, attention, il n'y a pas de doublure, hein. C'est uniquement une petite épaisseur de toile. Une chemise, mais une chemise sans bouton. Ce sont des vêtements récupérés sur ceux qui sont morts. Donc la chemise avait déjà de l'usage, il n'y avait plus de boutons. Un calot, rayé aussi. Les chaussures, c'est pas des chaussures, ce sont d'anciennes galoches, usées, archi-usées. Mais le dessus, c'est de la toile, c'est pas du cuir. C'est de la toile. Et puis la semelle, c'est du bois. C'est une semelle de bois, archi-usée. Pas de lacet, à vous de vous débrouiller pour que ça tienne. Le pantalon, pas de ceinture, évidemment, ni de bretelles, à vous de vous débrouiller pour faire tenir. Alors, on fait des échanges. Ceux qui sont trop gros, trop petits, et, on essayait d'ajuster comme ça. Les chaussettes, c'est ce qu'on appelle les chaussettes russes, c'est un carré de tissu sale, toujours, c'est de la récupération, un carré comme ça, 30 cm sur 30, ça sert de chaussette. Voilà pour la tenue vestimentaire, la tenue alimentaire. Alors le travail, évidemment, c'est un travail de forçat. Il faut travailler dur, il faut se lever très bonne heure le matin. En été, on devait se lever de 4 heures à peu près. On n'est plus d'heure, hein, on n'est plus de monde. Fallait faire ce qu'on appelle le lit. Ah oui, il y a le couchage. Alors, le couchage, c'est sur 3 hauteurs. C'est une paillasse, c'est large comme ça, c'est de la paille. C'est de la paille avec de la grosse toile là, autour. Et comme c'est surpeuplé, le camp, on est 2 par paillasse, telle bêche. Alors on était couchés, un jour c'était un Allemand, le lendemain un Polonais, un Russe, un Yougoslave, enfin, jamais le même. Mais il y avait autre chose. Les Alliés venaient bombarder l'Allemagne. Il y avait beaucoup d'alertes. On devait avoir l'autorisation de se coucher vers 9h. Seulement à 11h, alerte. Allez, tout le monde debout, il fallait quitter nos paillasses et aller dans une espèce de grande cave sous terre. Debout, serré comme des harengs, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, comme ça. Ensuite, dans le noir, l'alerte terminée, il fallait retourner dans notre baraquement, chercher une place où dormir. On n'est pas place attitrée, hein. Alors, c'était sur la première paillasse, la deuxième ou la troisième. Donc, il fallait rechercher une place pour dormir, essayer de dormir un peu. Il y avait encore une alerte, encore tout le monde dehors. Si bien que le plus pénible dans ces camps de concentration, c'est pas le manque de nourriture. Le manque de nourriture, le corps, il s'y fait. Mais le manque de sommeil, le corps, il s'y fait pas. C'était le plus pénible. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas très longtemps avec un déporté comme ça, pas de notre camp, je ne sais plus de quel camp il était. Il m'a dit quand je suis rentré, j'ai dormi pendant 3 jours.
3 jours à dormir pour récupérer. Moi, c'était un peu pareil. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu dormir? Bon, bah, voilà, c'était le manque de sommeil. Bon, alors, au bout de... il y avait 15 jours à peu près. On était en ce camp, oui, facile, hein. Il fallait 1000 prisonniers. Ils ont trié 1000 prisonniers. Le curé du village à côté de chez moi, l'instituteur de mon village, qui avait été dénoncé aussi. Nous voilà partis en train, 48 chevaux toujours, jusqu'à Brême. Brême, on était logés dans un petit commando où il y avait toujours de la violence, mais moins. Parce qu'à Hambourg, la violence, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que vous prenez comme raclée? Pour rien. Hein. Vous voyez un capot, un capot polonais ou allemand qui a 20 ans, qui massacre à coups de schlag un type qui a 70 ans. Cette violence. Donc à Brême, il y a un petit peu moins de violence. On avait toujours, mais moins. Le travail, c'était le même. Il s'agissait de creuser des trous énormes, pour faire une base sous-marine. C'était pour des sous-marins. C'était un gros chantier. Donc on partait le matin. C'est une péniche qui venait jusqu'au camp. On montait sur cette péniche, nous emmenait à 2 km de là, sur cette base. Et cette base, elle a pris forme tout doucement. Hein. Pourtant, on travaillait au ralenti, mais ça a quand même pris forme. Et moi, j'ai eu une chance dans cette affaire, parce qu'au mois d'octobre, ils ont demandé les menuisiers. Mon camarade, l'instituteur, lève la main, j'en ai fait autant. 3 autres en ont fait autant, on s'est retrouvé menuisier. Alors sur les 5, il n'y avait pas sur le menuisier. Hein. Il y a un instituteur, moi c'était des lunettes, un autre il était marchand de vin, les autres c'était 2 officiers de l'armée française. Donc il n'y a pas de menuisier. En fait ça n'a pas mené à grand chose. La menuiserie c'était un baraquement 3 mètres sur 3 mètres, il n'y avait rien dedans, hein. À part quelques marteaux, 2-3 scies. Il n'y avait aucune machine, il n'y avait même pas d'électricité. Donc j'ai été favorisé, ça m'a fait un abri jusqu'à fin décembre, jusqu'au 1er janvier exactement. Le 1er janvier, j'ai été éjecté parce qu'il y en avait un de trop, c'est tombé sur moi. Une chose que j'ai oublié de dire, il fallait se méfier, parce qu'au grand camp, un jour, pendant un appel, ils ont demandé les ingénieurs. Les ingénieurs sortaient des rangs. Il y en a plusieurs qui sont sortis, une demi-douzaine sont sortis des rangs, pensant être moins battus et puis avoir une situation meilleure. Et ils sont partis en camion jusqu'à Hambourg. Je l'ai appris après, parce qu'il y en a un qui est revenu. En fait, leur travail d'ingénieur, c'était de creuser pour dégager des bombes non explosées. Et quand ils avaient dégagé la bombe non explosée, un gardien leur lançait une clé, une espèce de grosse clé à molette, pour dévisser la fusée qui est devant une bombe. La fusée, c'est gros, hein. C'est gros comme ça, c'est vissé sur la tête de la bombe, puis pour dévisser de 5 ou 6 tours de vis. Je connais parce que je l'ai fait. Donc, dévisser ça, mais beaucoup, dès qu'ils touchaient à cette fusée, essayer de la dévisser, ça explosait. Donc, le prisonnier était pulvérisé. Donc, ils sont partis, je crois que c'est 6. Et il y en a qu'un qui est revenu, un que je connaissais justement. Et c'est lui qui m'a expliqué ça. Donc, en fait, le travail d'ingénieur, c'était un piège. Et oui, il y a un autre truc qui est pas, je vous le dis aussi, pour que j'y pense. Donc on arrive, on est à Brême, on fait des trous. On était à peine arrivé, la ville a été bombardée. Ah oui, on est arrivé à 1000.
la ville a été bombardée 2-3 jours après, pratiquement détruite. Donc ils ont pris 500 prisonniers pour aller dégager les ruines et puis sortir les morts de ces ruines-là. Et puis les 500 autres à la base sous-marine. Sauf les 5 menuisiers. Donc, ça nous a emmené comme ça pour ceux qui ont déblayé les ruines là, jusqu'au mois de janvier aussi, à peu près. La base sous-marine a pris forme. Des avions d'observation devaient faire des photos. Ils se sont aperçus que ça devenait dangereux pour eux. On arrive au mois de mars, début mars. Oui, tout début mars. Ils sont venus bombarder cette base. Moi, j'étais sur la base, puisque j'étais chassé de la menuiserie le 1er janvier. J'étais sur cette base. Cette base, c'est des gros murs épais, avec une ligne de chemin de fer au long du mur. Et puis il y avait une alvéole, je ne sais pas à quoi ça pouvait servir plus tard, une alvéole. Et il y a eu l'alerte. Il y a un Allemand qui conduisait une locomotive toute seule. On lui dit de mettre sa locomotive devant l'alvéole pour nous protéger, parce qu'il n'y a pas de porte. Le bombardement a eu lieu, une bombe est tombée sur la locomotive a disparu, on ne l'a pas revue, parce qu'il y avait le fleuve tout près, elle était dans l'eau, sauf 2 roues qui étaient restées. Ce jour-là, je me suis pris une coupure, par un éclat, une coupure à la cheville droite, mais c'était insignifiant, vraiment pas grand-chose. Donc, on a déblayé les ruines, enfin de ce qu'il y avait à déblayer. La construction a continué. J'ai pas parlé de la toilette. On était très sales. Du fait qu'on était très sales, ma petite coupure, là, mon entaille, ça s'est envenimé. C'est devenu un phlegmon. Ma jambe a enflé, j'avais la jambe droite comme une patte d'éléphant. Ça a été un sacré handicap, ça. Parce que, oui, il y avait une infirmerie. Pour aller à l'infirmerie, il fallait avoir 42 fièvres. Vous avez une blessure, ça compte pas. Il faut avoir de la fièvre. Donc, je me suis présenté, je me suis pris une raclée, parce que, évidemment, vous n'avez pas les 40. Vous arrivez, il y a un capot, vous mettez un thermomètre sous le bras, ça ne marque pas 40, vous prenez une raclée, vous êtes guéri. De toute façon, ceux qui rentrent à l'infirmerie, ils ne sortent pas, hein. Ils meurent là-dedans. Ah bah oui, tiens, pendant que j'étais à la menuiserie, le capot de l'infirmerie nous trouvait en disant il faut réparer la fenêtre de la morgue. Car l'infirmerie, c'est une pièce, il y avait une dizaine de paillasses, hein, et puis la pièce d'à côté, c'est la morgue. Donc ils entraient, et ensuite ils allaient dans la morgue. Donc on m'envoie réparer cette fenêtre-là. Je prends un marteau, des clous, une tenaille, et puis le 3 bouts de bois, nous va partir. Mais pour approcher la fenêtre, il y avait au-delà de cadavres, il y avait au moins 3 épaisseurs, hein, 3 épaisseurs de cadavres, là, bien rangés. Donc il faut marcher là-dessus pour aller à la fenêtre. Ça fait drôle quand vous avez 18 ans, vous trouvez voir tous ces cadavres là. Bon, enfin j'ai fait ma réparation. C'était une anecdote, ça. Donc on arrive au mois de mars, fin mars, un autre bombardement violent, très violent,
la base est pratiquement détruite. On est resté 2 ou 3 jours sans aller sur cette base. Pour nous, c'était du repos, on n'a pas travaillé. Et au bout de 3 jours, on entendait le canon, pas loin. Et il a fallu évacuer. Alors, ils ont dit, les bien portants à droite, les blessés, les malades à gauche, former les rangs par 5 pour partir à pied, pour évacuer ce commando. Les éclopés, c'est un camion qui est venu chercher, il a fait plusieurs voyages, les emmener à la gare de Brême. Ils n'ont pas été loin, le train est parti, il a été bombardé, mitraillé. Ils ont pratiquement tous été tués. C'est encore une question de chance, question de destinée, car avec ma jambe, je souffrais avec cette jambe-là. Et mon camarade d'instituteur m'a dit, surtout, ne va pas avec les autres, tu restes avec moi, on verra bien. Puis donc, resté avec lui. On a fait la route à pied, en une bonne semaine, de Brême jusqu'à Hambourg. On est retourné au Grand Camp. D'ailleurs, on était à 2 km au moins de ce camp, on le sentait. Oh, ça sentait la chair brûlée. C'était facile à repérer. Hein. Donc on est revenu dans ce camp où il y avait moins de violence. C'était moins brutal. La soupe était meilleure, d'une meilleure qualité. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'étais avec une équipe, on a été affectés à démolir le four crématoire, avec une masse, ça fait casser tout ça. Et puis, ensuite, il a fallu évacuer 40 hommes 8 chevaux. On est parti jusqu'à Lübeck. Alors, nous, on est parti par le train 40 hommes 8 chevaux. Il y avait aussi à l'intérieur de notre camp un petit commando qu'on appelait le commando des lapins. Le commando des lapins, c'était des enfants juifs, ils venaient d'Auschwitz, entre 5 ans et 12 ans. Ces enfants-là servaient à un soi-disant médecin à faire des expériences sur la tuberculose. Ils injectaient le bacille, le coche, le bacille de la tuberculose, à un certain nombre d'enfants, et puis, enfin à tous plutôt, mais ils injectaient un médicament à un certain nombre, à la moitié, voir s'ils allaient guérir ou combien de temps ils mettraient à mourir, et les autres, qui n'avaient pas été soignés, combien de temps ils mettraient à mourir. Alors nous, on a évacué par le train, ces enfants-là ont été évacués par camion sur Hambourg, ils ont été emmenés à Hambourg avec des soldats soviétiques, ils étaient 5 ou 6, des prisonniers de guerre russes, 2 médecins français et puis un infirmier hollandais. Ils les ont emmenés à Hambourg, dans une grande école, qui s'appelle l'école de Bulen à Osserdam. Et dans la cave de cette école, eh bien, ils ont pendu les 2 Français, les 2 médecins français, l'infirmier, et puis les 5 soldats russes ont été pendus à des tuyaux de chauffage. Et puis ensuite, tous les enfants ont été pendus un par un. Il n'y a pas un rescapé. Il paraît, moi j'ai pas vu, hein, c'est un professeur d'histoire qui a été voir ça. Devant l'école, ils ont fait un parterre de fleurs et un rosier par enfant. J'ai appris ça comme ça. Donc nous, on est arrivé à Lübeck. On nous a fait monter sur un bateau qui s'appelle l'Athènes. C'est un petit cargo, mais entassé à fond de cale. Ce bateau s'est mis en route pour aller vers un plus gros bateau qui était loin en mer. Ce gros bateau s'appelait le Cap Arcona. On nous a fait transférer avec une échelle de corde, on est monté sur le gros bateau.
descendre à fond de cale, toujours. On est resté peut-être 2 jours, et ils ont fait remonter les Français. Bon, les Français, on est remontés, et on est reparti sur l'Athènes. On nous a remis à fond de cale. Et là, ben, on est resté 13 jours, sans manger, sans boire, debout, donc sans dormir. Impossible de dormir. Celui qui s'endormait s'est tombé, et il était piétiné, et écrasé par les autres. Mais serré vraiment comme des harengs. Donc 13 jours, bah, ça fait plein de morts. Hein. Tout plein sont morts de faim, de soif, ou écrasés comme ça. Et puis le 12e jour, oui, c'est le 12e jour, il y a un obus qui est arrivé dans la cale où on était. Un obus qui est rentré dans la cale, il n'a pas explosé, il est sorti de l'autre côté. Ça fait 2 trous. Et ça, c'était donc ouais, le 12e jour. Le lendemain, des avions anglais sont venus attaquer, mitrailler le gros bateau Cabarcona, qui a pris feu, il a brûlé. Et nous, par le trou de l'obus, on l'a vu brûler au loin, on voyait ça. Et il y avait encore 2 autres bateaux. En tout, il y en avait 4. Ils étaient plus loin en haute mer. Il y en a un qui s'appelle Deutschland, puis l'autre, le Tilbeck. Ils ont été coulés aussi. Il n'y a pas de rescapé sur ces 2 bateaux-là. Il n'y a aucun rescapé. Donc là, on est donc le 3 mai. Ça a été notre, disons, presque libération. Ça a fait plein de morts. Et notre bateau n'a pas été ni bombardé ni mitraillé. Parce qu'on était le plus près de la côte, sans doute. Je ne sais pas. Et à un moment donné, notre bateau s'est mis en route. Et est venu accoster dans un petit port. Ça s'appelle Neustadt, petit port de Neustadt. Là, ça a été vraiment notre libération. Dans les cales, on était pas dans l'obscurité, parce qu'il y avait une seule petite lampe qui éclairait. Mais il y a des trappes, donc on ne savait pas si c'était le jour ou la nuit. Et puis, il y en a qui ont réussi à lever la petite trappe pour sortir. Mais là, il y avait un garde allemand, il a mis la baïonnette au bout du fusil, puis il embrochait tous ceux qui essayaient de sortir. Ils étaient tués. Il est tombé dans les cales. Et à un moment donné, ce garde allemand, il a tout laissé, il est parti. Il est parti parce que il y avait un char anglais d'arrivée, et le char il était à 30 mètres du bateau, et puis un soldat anglais qui arrivait en courant avec son arme. Donc c'était vraiment notre libération. Nous, on a pu sortir des cales à ce moment-là. Tous ceux qui pouvaient, on a sorti. Pour se retrouver sur les quais. Nos gardiens sont partis tranquillement, les mains dans les poches. Puis nous, ben, un petit peu, on ne savait pas trop quoi faire. Alors, on s'est regroupés, plusieurs, on a été déjà entrés dans un grand bâtiment, c'était une école de sous-mariniers qui était là, tout près du quai. On est entré là-dedans, il y avait plein d'armes. Il y en a compris des revolvers. Moi, j'ai pris un couteau, j'ai pris un grand couteau. Et puis, bon, on s'est répandu dans la ville. La première maison que j'ai vue, je suis entré. La porte était pas fermée, je suis entré. J'ai vu personne, j'avais toujours mon couteau à la main, de toute façon. Si quelqu'un m'aurait empêché, je le tuais. Ça aurait été réglé. Hein.
Donc j'ai eu personne. Je pense que les gens devaient être cachés dans des pièces derrière. Je pas été voir, chercher de l'eau. Et j'ai trouvé un broc avec de l'eau. Alors, j'ai lu, je sais pas, un litre d'eau. C'est incroyable. Tout le monde en a fait autant. Ceux qui avaient des revolvers se sont répandus en ville, sont rentrés chez des gens. Si les gens voulaient protester, ils tuaient les gens. Si bien que c'était toujours la guerre. Alors, en fin d'après-midi, les Anglais nous ont tous ramassés, avec un pistolet dans le dos, nous ramenés sur un espèce de champ de foire, là. Interdiction de s'en aller. En fait, le lendemain, on a pu s'en aller quand même. On a été dans cette école de sous-mariniers, car c'était toujours la guerre. Les Anglais n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ils avaient autre chose à faire. Et ils nous avaient juste recommandé de ne pas faire de feu, de ne pas allumer de feu la nuit. Et donc, il n'y avait rien à manger. Mes copains m'ont dit, tu nous donnes ton couteau, on va chercher à manger. Ils ont repéré au loin, sur une petite île, un cheval. Là, ils ont pris une barque, ils ont tué le cheval, ils ont ramené une patte, et puis ils ont fait cuire la patte de cheval. Donc, tout le monde a mangé la patte de cheval. Moi, j'en ai pas mangé, je n'avais rien à faire. Ça passait pas. À boire, oui. À manger, non. Donc, nous voilà libérés. On arrive le 8 mai. On était toujours dans cette école sous-marinier. Il y avait des bureaux. Il y avait beaucoup en bas, il y avait des armes et puis tout ça. Puis au premier étage, c'était des bureaux. On achetait par les fenêtres les machines à écrire, les meubles, puis tout ce qu'il y avait là-dedans. Et on s'est installé là. Et en pleine nuit, c'est un soldat anglais qui est venu nous dire la guerre est finie. Tout le monde était bien content. Les gens sont répondus, les gens étaient heureux, mais on n'avait toujours rien à manger. Alors, j'étais en très mauvais état, le fait d'avoir bu de l'eau, trop d'eau, j'étais en mauvais état, la vie s'en allait. Et c'est un de mes copains qui avait encore la force, il m'a porté au bord de la route. Et une chance, une ambulance anglaise est passée à son là, ils sont arrêtés, ils m'ont embarqué. Je suis retrouvé dans un hôpital, dans cette petite ville, où j'ai été déshabillé, évidemment, par des prisonniers de guerre allemands. Ils m'ont déshabillé, les vêtements ont été détruits, parce que, ah oui, j'ai oublié de le dire, les vêtements, du fait qu'on était sales, ont été pleins de poux. Donc, les vêtements étaient pleins de poux. Donc, il fallait détruire tout ça. Donc, ils m'ont lavé comme il faut, j'en ai besoin. En un an, je n'ai pas été lavé une seule fois. Ah, vous voyez, l'épaisseur de crasse qu'on pouvait avoir, c'est incroyable. Donc, ils m'ont lavé, ils m'ont mis un pyjama, puis installé dans un lit cette fois-ci. C'était le confort. Mais dans cet hôpital, premier repas, une tasse de tisane. Le midi. Le soir, une tasse de tisane. C'est tout. Pendant quelques jours comme ça. Et ensuite, on a eu une espèce de petits poissons. Ils nous ont réalimentés tout doucement. Dans le fond, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait réalimenter progressivement, que le système se remette en route, parce que le jour où on a été libérés, il y en a qui ont pris des armes, ils ont été dans la gare de cette petite ville. Ils ont trouvé un wagon chargé de fromage, des fromages de Hollande, du gros fromage. Ils se sont empiffrés de fromage, ils ont mangé des quantités, et puis beaucoup sont morts. Ils sont morts d'avoir trop mangé. Donc, oui, dans cet hôpital, je suis resté une bonne douzaine de jours. Mais je me rappelle, au bout de 3-4 jours, il y en a un qui est passé dans la grande chambre où on était, là.
pour nous dire, tiens, il y a un tel, il fait une messe. C'était un gars qui était curé, il fait une messe. Mais c'est au premier étage, je vais y aller, je suis catholique, je vais y aller. J'ai monté 3 marches, 4 marches, impossible d'aller plus haut. Complètement crevé, obligé de m'asseoir et revenir me coucher. C'est là que j'ai constaté qu'il n'y avait plus de force du tout. Enfin, le fait d'être couché dans cet hôpital et puis de manger un petit peu mieux, j'ai vite repris des forces. Un corps humain, c'est bien fait, hein. Ça perd vite, mais ça reprend vite aussi. Donc, j'ai repris des forces. Et un jour, c'est un officier anglais qui passait tous les jours, toutes les nuits plutôt, nous amenait une cigarette. Et puis un jour, il nous dit, ce sont les soviétiques qui prennent l'hôpital, car on était juste à la limite. Il y a une petite rivière, à côté de la rivière, c'était les soldats russes, de l'autre côté, les Anglais. Alors, cet Anglais nous dit, les soviétiques prennent l'hôpital demain. D'ailleurs, il y avait déjà des soviétiques d'arriver, parce qu'on a été libérés le 3 mai, le 4 mai, c'est un médecin russe, un médecin de l'armée rouge, qui a soigné ma jambe. Avec son bistouri, c'est lui qui a ouvert, qui a mis du désinfectant là-dedans. Donc c'était un médecin russe. Donc, quand cet Anglais nous a dit ça, on s'est dit, oh, on va encore avoir affaire aux Russes, ça va pas être rigolo. Il y en a plusieurs qui ont dit, bah, on s'évade. Bon, ben, j'étais partant aussi pour s'évader. Mais seulement, on était en pyjama. C'est pas commode. Mais il y en a un qui a dit, moi je sais où il y a des vêtements, on va aller en chercher. Dans la cour de l'hôpital, il y avait un local avec plein de vêtements civils. On a été là. J'étais gardé par un soldat anglais d'ailleurs, qui apparemment j'en fichais pour mal. On est rentré, on a acheté nos pyjamas, j'ai pris un pantalon, une veste, une chemise. Je crois bien que j'ai dû trouver des chaussures aussi. Et puis nous voilà partis. On ne sait pas trop où, on n'importe où. On est parti à travers le champ. On a marché peut-être 2 heures, tout doucement, comme ça. Et puis on voyait un grand bâtiment au loin, puis on va aller sauter là-dedans. Et puis quand on a pu approcher, on a vu, mais il y avait un soldat allemand avec son fusil et puis son casque. Et puis il nous faisait signe d'approcher. Si la guerre a fini depuis bientôt 15 jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Si on veut obliger d'y aller, et sinon il va nous tirer dessus. Et on s'est approché. Et quand on a été à portée de voix, il nous a dit, n'ayez pas peur, nous sommes français. C'était des Alsaciens qui étaient dans l'armée allemande. Nous sommes français, n'ayez pas peur. Alors donc, il nous a fait entrer dans le bâtiment, ils sont bien occupés de nous, ils nous ont fait manger. Oui, très bien reçu. Et puis ils nous ont dit, demain, un camion va venir vous chercher. En effet, le lendemain, un camion américain est venu nous chercher. On est monté dans ce camion. On était, je ne sais plus combien, 6 ou 7. Et puis des Alsaciens sont montés avec nous aussi, je vois, un certain nombre, pour être rapatriés. Et nous voilà partis. Dans ce camion, un GMC, conduit par un noir américain, un fou du volant. Il traversait des villages à 100 à l'heure, il ralentissait pas. Un dingue. À midi, on a fait une étape dans une école, avec plein d'anglais, là, ils nous ont fait du thé, ils nous ont fait des petits gâteaux. On a repris le camion, on a encore roulé, pour se retrouver en Hollande. On a fait des centaines de kilomètres, je sais pas, peut-être 500 kilomètres, peut-être plus, dans ce camion. Et puis on arrive en Hollande, dans une grande caserne, et on nous fait entrer dans une grande pièce, là, où il y avait des tables comme ça, mais d'une sacrée longueur, avec un petit drapeau,
puis un policier derrière. Il fallait aller au drapeau. Bon, il y avait le drapeau français, il y avait un gendarme. À côté, c'était un policier russe, policier polonais, belge, voilà. Et puis, bon, alors ce gendarme, comment vous appelez? C'est pour faire une fiche. Et puis, déshabillez-vous, donc torse nu, et puis les mains en l'air, derrière la tête comme ça. Parce que se mélangeaient à nous des SS français ou belges ou hollandais qui se mélangeaient à nous, et eux, ils avaient un tatouage sous le bras gauche avec leur groupe sanguin. Un petit cercle avec leur groupe sanguin. Et ben, ils se faisaient prendre. Alors ils étaient emmenés dans une espèce d'enclos avec des grillages très hauts, puis enfermés là-dedans, puis ensuite, je sais pas, c'est pour ce qu'ils devenaient. Donc, il y a eu beaucoup d'arrestations comme ça. Mais ils étaient repérables facilement parce que nous, on était encore mecs comme des clous, et puis eux, bon, ils n'étaient pas si mecs que ça, hein. Donc, nous voilà repartis en avion. Ce sont des avions, il y en a une douzaine. Oui, des avions qui sont venus nous prendre là. Je ne sais plus que cette ville, je crois que ça s'appelait Rennes, je crois, mais je ne suis pas certain. Hein. Cette ville de Hollande, pour nous amener à Bruxelles. On est arrivé le soir à Bruxelles, on était très bien reçus par la population. On a couché dans un gîte. Le lendemain matin, on nous a mis dans un train pour Paris, Bruxelles-Paris. Arrivé à la gare de Paris, gare de l'Est, on ne nous demande pas notre avis, on nous fait monter dans des bus qui nous emmènent à l'hôtel Lutetia. Dans cet hôtel Lutetia, il fallait passer devant un médecin, j'étais là. Alors, comme tout le monde, j'arrive, je passe devant ce monsieur-là, il montait sur la balance, 36 kilos. Je pesais 36 kilos. Quand j'ai été arrêté, j'en faisais 73. 36 kilos, mais j'avais repris au moins 1 kilo, hein. Peut-être plus. En fait, il n'y avait plus que la peau et les os. Alors, ce médecin me dit, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, on vous garde. Il me parlait de la Suisse. Ça m'a pas fait tellement plaisir. Moi, j'ai aucune nouvelle de chez moi, on n'a aucun courrier. Hein. Pas de possibilité d'écrire. Puis rien pour écrire de toute façon. J'ai dit à mon camarade, l'instituteur, lui, écoute, moi je fiche le camp, hein, il veut me garder. Je suis pas d'accord. Alors, la première petite porte que j'ai trouvée, j'ai pris la porte, je suis parti. J'ai été chez mon parrain et ma marraine qui habitent à Paris. J'étais bien reçu, évidemment. Puis, on nous avait donné des horaires. On avait un train, je ne sais plus à quelle heure, pour Évreux. Mais comme ma marraine, elle est un peu bavarde, je suis arrivé, le train était parti. Donc, c'est un jeune qui m'a dit, oh là, vous avez l'air perdu, je vous emmène chez moi. J'ai été chez ses parents, passé la nuit, ils m'ont ramené au train le lendemain. Et puis j'ai pu rentrer chez moi. D'ailleurs, l'horaire qu'il m'avait donné, le train, soi-disant qu'il arrêtait à Évreux, il n'arrêtait pas à Évreux, il n'avait pas tout droit. Mais comme il y avait des prisonniers de guerre aussi, il y en avait pas mal dans ce train, ils ont tiré le signal d'alarme. Et le train s'est arrêté bien après Évreux, c'est bon, peut-être 1 kilomètre après Évreux. Donc on est revenu à pied à la gare. Bon, ben ensuite, c'était le rapatriement, je suis rentré chez moi, où j'ai pu vivre normalement. Ma mère m'a emmené voir un médecin le lendemain, j'étais voir un médecin d'Évreux, là. Là, il me dit, il faut vous arrêter 3 mois de repos, puis il m'a donné des médicaments pour ma jambe, et puis pour me reconstituer. Mais comme on était en campagne, car c'était toujours le rationnement, on était toujours en campagne, ma mère elle avait des chèvres, des poules, des lapins, des canards. On mangeait à peu près normalement, hein.
Donc bah, j'ai vite repris du poids. Trop de poids d'ailleurs, j'ai grossi. Hein. Puis remaigri après. Bah, voilà, oui, c'était mon aventure. Ensuite, au bout de 3 mois, j'ai repris mon travail normal. Voilà, réinsertion. C'est quand même un drôle d'événement. Hein. Ça doit faire 2 ans maintenant. Ma femme jetait un vieux sac à main. Puis Chandé a retrouvé une lettre, ça venait d'Amérique, des États-Unis. C'est un aviateur qu'on avait récupéré. Et puis qui a été ramené à Paris, mais ça ne va pas être moi, enfin je ne sais pas. J'en sais rien, mais il a été ramené à Paris pour aller vers l'Espagne, lui. Et il voulait nous faire connaître à sa femme. Alors il est venu passer 8 jours à Évreux. On l'a emmené à Saint-André voir la base aérienne, parce que c'est là que son avion a été touché. Alors j'ai donc sa lettre, à cet aviateur-là. Alors, tiens, je vais raconter deux histoires. Tiens. Là, c'est 2 aviateurs, ils sont dans les bois. Ils sont civils, hein, leurs vêtements, les aviateurs ont été enlevés. Ils sont civils. C'est l'institutrice de Malvis-sur-le-Bec qui me téléphone, et elle me dit en vrai, il faudra que vous veniez rapidement, parce que mes 2 garçons, en effet, elle a 2 gars, mes 2 garçons sont tombés, et ils sont blessés tous les 2. Vous veniez voir. Alors j'ai récupéré mon camarade, le séminariste, et puis un autre qui était élève au collège, là, et en comptabilité, il était. Et nous voilà partis en vélo. Évreux, Brionne, Bec et Loin, Malville-sur-le-Bec. Ça fait un bon bout de chemin, hein. Ça fait une bonne 40aine de kilomètres. Moi j'avais 2 vélos, j'avais emmené un autre vélo pour ramener ces Américains sur Évreux. En fait non, on n'a pas pu, parce que celui-là, il avait une balle dans le genou. Pas qu'ils ont fait du vélo avec une balle dans le genou. Et ça c'est le pilote. Il était brûlé, il avait les 2 mains brûlées, plus celle de ses mains, et puis sa figure. On voyait ses dents là. Donc on est revenu bredouille, c'est un épicier d'Évreux qui a été les chercher, les conduire à la clinique du docteur Bergougnan, qui faisait partie de la résistance. Et il les a opérés, il les a soignés, et puis il les a conduits lui-même au Beau-Sainte-Croix, chez une infirmière qui a fait des pansements tous les jours à ces gens-là. Et lui, il est reparti aux États-Unis. Il a été soigné là-bas. Il a repris du service dans l'aviation. Il a été au Japon après. Et une autre histoire, c'est celui-là. Il s'appelait Francis. C'est un pilote de chasse qui a été abattu là, à Évreux. Son avion est tombé au-dessus de Saint-Michel, à Aviron. Son avion est tombé là. Il saute en parachute. Il y avait un petit agriculteur qui faisait partie de la résistance. D'ailleurs, il y avait des gens cachés chez lui et qui passaient avec sa voiture à cheval. Il voit le parachutiste qui arrive dans la chambre, il y va avec sa voiture à cheval. Il fait monter le parachutiste avec son parachute et les voilà partir au galop parce que il y avait un petit avion allemand, un Fizier Storch, un petit avion d'observation, qui avait vu le parachutiste descendre et l'a vu monter dans la voiture à cheval. Alors, avec son petit avion, il allait comme ça, et il allait de façon surveillée jusqu'à Évreux. Alors, ce monsieur-là est descendu au galop de son cheval dans Évreux, il a pris des petites rues, et là, l'avion l'a perdu de vue. Il a pris la rue de Panette. Il est sorti à l'autre bout d'Évreux pour monter à Claville. Jusqu'à Claville.
Et l'histoire, c'est qu'en arrivant dans la cour de la ferme, le cheval est mort. Le cheval est mort d'épuisement. Il a perdu son cheval. Et le pullover qu'il a, c'est le mien. Et moi, j'avais le sien, qui était de meilleure qualité que celui-là. Hein. Un gros pullover chaud, kaki. Et puis ma mère, elle l'a teint en, je ne sais plus, en bleu ou marron. Ma mère l'avait teinté. Bon, oui, c'est tout ce que je vous fais voir. Ah, oui, au sujet des bateaux. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Bon, c'est là. Je vais vous lire un petit poème. C'est un camarade qui est poète. Il parlait d'origine allemande d'ailleurs. Hein. Il parlait couramment allemand. Et ce que je fais là d'aller dans les écoles, lui, il le faisait dans les écoles allemandes. Il s'appelait André Midal. Donc c'est plein de poèmes à lui, là, sur la nature, et il en a fait un sur l'Athènes. Dans le carré des morts de l'Athènes. Le bateau semblait inerte. Machinerie sans cœur et sans moteur. Le temps filtrait sa perte. La mort portait ses pleurs. J'étais à fond de cale, fondu dans le magma, où s'exhalaient les râles des mourants comme moi. L'air était surchauffé. La soif nous étranglait. Sur la coque agrafée, tous les corps s'étalaient. Depuis combien de jours, depuis combien de nuits, étions-nous au carrefour de nos mortels ennuis? Redevenu sauvage, d'une faune primaire, je voyais des visages déchirer la lumière. Pénible la vision, d'uriner dans la bouche. Quelle autre solution à la soif qui vous touche? La soupe empoisonnée pour un dernier repas. Des rangs désordonnés venaient à ce faux pas. Il y en a encore plein après. Je vous dis deux mots. Il parle de la soif qui nous étouffe. En effet, on est resté donc 13 jours sans manger, 13 jours sans boire. Là, sans manger, ça peut aller. Sans boire, c'est affreux. Beaucoup sont morts de ne pas boire. Ceux qui avaient encore un peu de pipi faisaient pipi dans le creux de leurs mains et buaient le pipi. Il y en a tout plein qui ont fait ça. C'était le seul liquide à avaler. Et il parle aussi de la soupe empoisonnée. En effet, on a été libérés le 3, la veille. Ils ont descendu dans la cale où on était, un récipient, une espèce de lessiveuse, pleine de soupe, avec des choux, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais la soupe était toute rouge. C'est drôle, mais rouge sang. Les prisonniers sont jetés là-dessus, surtout les Russes. Ils ont mangé cette soupe, il n'y avait pas de cuillère, hein, à la main, comme ça. Ils mangeaient la soupe comme ça. Et moralité, ils sont tous morts. C'était une soupe empoisonnée. Voilà, c'était pour faire mourir les prisonniers. Et quand j'étais à l'hôpital, un enquêteur anglais qui passait, c'était un militaire, il m'a demandé, puis aux deux, trois autres qui étaient avec moi là, si on savait qu'il y avait ce que c'était que ce poison. Vous pouvez pas répondre, non, on ne savait rien. Ça fait beaucoup de victimes. Alors, j'ai autre chose. Là, j'ai quelques photos. Là. Oui, parce que tous les ans, le 3 mai, l'Allemagne organise des cérémonies là où ce drame s'est produit. Car, oui, c'est un drame, il y a quand même eu 7000 morts. Il y a eu 7000 corps rejetés par la mer dans les différents villages qui sont au long de la baie. Une baie, c'est comme ça, hein, alors, il y a des corps qui ont été par là, d'autres par là. Là,
J'ai quelques photos, là vous pourrez y jeter un œil. Voyons, ah oui, vous faire voir quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Ah moi j'ai oublié. Je voulais vous montrer quelque chose. Ah oui, au sujet des cérémonies. Tous les ans, le 3 mai, il y a des cérémonies, car un monument a été édifié sur la plage où